Madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la ministre, chers collègues, je tiens d'abord à remercier mon groupe, le groupe socialiste, écologiste et républicain, qui a décidé d'inscrire cette proposition de loi sur le temps d'initiative de notre groupe. Je remercie le rapporteur Christophe-André Frassa pour le travail préparatoire, ses amendements d'amélioration du texte et son soutien. Et je remercie la commission des lois pour le vote unanime qu'elle a émis la semaine dernière en faveur du rapport proposant d'adopter cette proposition de loi. Mes chers collègues, il y a un peu plus d'un an, dans les débats précédant la constitutionnalisation de l'IVG, nous nous interrogions. N'était-ce pas importer des sujets exclusivement extérieurs sans conséquence en France ? Certains pensaient même que modifier la Constitution au motif d'une menace lointaine et improbable, c'était surréagir. Depuis, J.D. Vance est venu à Munich expliquer aux Anglais et plus largement à tous les Européens que les lois qui existent en Europe et qui sanctionnent le délit d'entrave à l'IVG étaient une atteinte à la liberté de conscience. Depuis, pour sa dernière soirée, la chaîne C8 a diffusé un film militant hostile à l'IVG. La menace anti-choix a donc bien franchi, comme nous le craignions, les frontières des États-Unis. Elle est même un objet d'ingérence du vice-président américain et elle bénéficie de soutiens médiatiques et financiers colossaux. Notre proposition de loi s'inscrit dans la continuité de la loi Veil de 1975, car personne n'a mieux que Simone Veil, dans une enceinte parlementaire, décrit le drame humain et sanitaire des avortements clandestins. D'ailleurs, le 16 janvier dernier, à l'occasion du 50e anniversaire de la loi, un collectif d'historiennes, dont Michel Perrault, Christelle Tarot et différentes personnalités, a publié une tribune demandant la réhabilitation des femmes injustement condamnées, rappelant la souffrance des femmes désirant avorter avant 1975. C'est ce qui a donné naissance à cette proposition de loi, effectivement destinée à prendre acte du préjudice subi par les personnes condamnées et par toutes les femmes avant la loi de 1975. Je voudrais d'abord rappeler qu'en matière de législation relative à l'avortement, il n'y a que deux options: avortement légal ou avortement clandestin. Interdire l'avortement, c'est renvoyer les femmes aux avortements clandestins. Retenons ce chiffre: au début du XXe siècle, on évalue à environ 500 000 avortements clandestins le nombre d'avortements réalisés chaque année. Et toujours au début du XXe siècle, 3 femmes mouraient chaque jour d'un avortement clandestin. Depuis l'Antiquité, les États ont réprimé et répriment l'avortement, et les femmes continuent cependant d'avorter. Car, comme le dit très justement l'une des témoins du documentaire, il suffit d'écouter les femmes. Une femme qui ne veut pas mener une grossesse à terme est prête à tout pour y parvenir, même à mettre sa propre vie en danger. Il en va ainsi depuis toujours. La France s'est montrée dans l'histoire, et particulièrement depuis 1810, très déterminée à contrôler la natalité et à assigner les femmes à leurs fonctions reproductives en leur ôtant toute liberté de choix. Le code napoléonien poursuivait de travaux forcés les femmes qui avortaient. En 1892, les sanctions ont été aggravées et le corps médical s'est structuré autour d'une doctrine anti-avortement. En 1920, les peines ont été encore renforcées. Toute propagande anticonceptionnelle a été interdite. Pendant toutes ces années, je rappelle qu'il y a toujours eu plusieurs centaines de milliers d'avortements clandestins par an. Sous le régime de Vichy, l'avortement est devenu un crime d'État et une femme fut même guillotinée pour avoir pratiqué des avortements. Dans l'immédiate après-guerre, certes, la peine de mort est abolie pour les crimes d'avortement, mais la répression est féroce. Des étudiants qui travaillent en ce moment à un recensement d'après les registres de la cour d'appel de Caen ont recensé dans 3 départements, sur un seul semestre en 1946, déjà 30 condamnations en appel, c'est-à-dire qu'il y avait en plus des condamnations en première instance. Les 2 guerres mondiales du XXe siècle et leur saignée démographique sont suivies de politiques natalistes offensives. Les femmes doivent repeupler la France et l'idée même du contrôle des naissances est fortement combattue. De surcroît, l'interdiction de l'avortement fait l'objet d'un double consensus, médical et politique. Consensus bien sûr explicable par l'absence totale des femmes, aussi bien dans le pouvoir médical que politique. Les hommes ont décidé seuls, aussi bien de la loi scientifique que de la loi politique. Leur seule connaissance de l'avortement était probablement celle des avortements de leur maîtresse. Et d'ailleurs, leur lâcheté, leur hypocrisie leur épargnait toute crise de conscience. La propagande anti-avortement était fournie et dense. L'avortement, fléau national, paru en 1943,
et dédicacée par le maréchal Pétain, est à l'image de ce que l'on peut attendre de Vichy. La répression de l'avortement pour la défense de la race. En 1951, la République est revenue. Mais le ministère de la Santé publique et de la Population produit l'avortement fléau social. Nous noterons la continuité des titres. Le substrat idéologique est différent, mais la conclusion est la même. Il faut empêcher les femmes d'avorter et les peines doivent être dissuasives. Mais pendant ces mêmes périodes, et particulièrement au début du XXe siècle, il y a des femmes au courage insensé qui revendiquent le droit à la contraception et à l'avortement comme condition de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense particulièrement à Nelly Roussel et à Madeleine Pelletier. Même au sein du mouvement féministe de leur époque, leur combat est précurseur. On peut et on doit aussi leur rendre hommage aujourd'hui. À partir des années 50, et malgré la répression que j'ai déjà évoquée, le mouvement en faveur du droit des femmes, du contrôle des naissances et du droit des femmes à disposer de leur corps commence à se structurer et à s'organiser. En 1956, le planning familial est créé, qui s'est d'ailleurs d'abord appelé la maternité heureuse, comme quoi il fallait ruser, et il va changer la vie de nombreuses femmes. Mais que la route fut longue jusqu'en 1975. Il fallut le MLAC, la méthode Karman qui ont sécurisé les avortements clandestins, l'écart vers l'Angleterre, l'inoubliable plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Marie-Claire, le manifeste des 343, les manifestations féministes pour qu'enfin l'avortement soit légalisé et pratiqué dans les hôpitaux. Pour qu'enfin on range les aiguilles à tricoter, les cintres, l'eau de javel, les décoctions de plantes toxiques et les cocktails de médicaments. Pour qu'on en finisse avec les curetages à vif à l'hôpital. Mais comme ça, ma petite fille, vous y repenserez la prochaine fois. Et nous ne devons jamais oublier ni la violence du débat public, ni le courage de Simone Veil. Cette proposition de loi reconnaît que les lois anti-avortement ont porté atteinte à la santé des femmes, entravé l'égalité, tué des centaines de milliers d'entre elles et en ont fait condamner des milliers. Elle reconnaît l'ensemble des souffrances que les femmes et leurs familles ont subies, y compris la honte à laquelle elles ont été assignées. Aujourd'hui, pour l'avortement comme pour le viol, la honte doit changer de camp. Parce que l'histoire des femmes, parce que la place des femmes dans l'histoire reste encore à écrire, cette proposition de loi installe également un comité chargé de recueillir les témoignages documentant l'histoire des femmes qui ont connu l'avortement clandestin. Enfin, cette proposition de loi s'adresse aux millions de femmes auxquelles l'avortement est refusé et à celles qui luttent pour le défendre. Je la dédie aux 38 millions de femmes qui, chaque année sur la planète, sont contraintes de recourir à un avortement non sécurisé ou clandestin. Malgré l'offensive internationale, il y a des États qui ne plient pas. La France est de ceux-là. En France, le consensus est solide, il est renouvelé aujourd'hui et nous sommes déterminés. Et je me réjouis de l'adoption imminente par le Sénat de cette proposition de loi. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et c'est heureux pour eux. Je vais vous parler d'un temps où la société patriarcale, l'ordre moral et le cadre légal envoyaient nos grands-mères, nos mères, les épouses de certains d'entre vous peut-être, devant les tribunaux, dans les cachots et même à l'échafaud. Je vous parle d'un temps où en France, on entravait le corps des femmes. Je vous parle d'un temps en France où les femmes subissaient l'affront d'être jugées, d'être condamnées parce qu'elles avaient osé avorter. Je vous parle d'un temps où des femmes étaient contraintes d'avorter parce que le fruit de leurs amours ne correspondait pas aux convenances sociales et aux attentes familiales. Je vous parle d'un temps où le troussage de domestiques, comme on disait vulgairement, était monnaie courante, où le maître de maison engrossait la bonne avant de la mettre à la rue. Je vous parle d'un temps où les femmes, dans la nuit et le brouillard, montaient à bord des cars pour traverser la France, allaient retrouver un médecin compréhensif, allaient retrouver une faiseuse d'anges. Je vous parle d'un temps où des femmes subissaient des curetages qui se passaient mal. Beaucoup de femmes anonymes, mais aussi des femmes célèbres. Une chanteuse en particulier en a témoigné, Dalida.
Je vous parle d'un temps où des militantes et des militants ont eu le courage de se lever, de s'élever. C'étaient les militantes du MLAC, du MLF, c'était les 343 salopes, c'était Gisèle Halimi, c'était ces victimes qui osaient témoigner à visage découvert lors du procès de Bobigny. C'était aussi ces femmes qui faisaient la une de la presse parce qu'elles étaient mortes. Mortes par décision de justice, celles qu'on envoyait à l'échafaud. Mais c'était celles qui étaient mortes parce qu'effectivement l'avortement s'était mal passé. Je vous parle de tout cela comme étant le fruit de l'histoire. L'histoire nous oblige. Mes chers collègues, aujourd'hui nous allons voter cette proposition de loi. Le groupe socialiste le fera en étant fidèle à son histoire, à ses combats fondateurs. Le Parti socialiste, vous le savez, comme beaucoup de partis en France, mais singulièrement ce parti que je connais le mieux, a participé à tous les mouvements émancipateurs pour les femmes dans notre pays. Et il a toujours été au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, en votant cette proposition de loi, nous adressons 3 messages. Le premier message qui consiste à dire aux femmes « La honte doit changer de camp ». Aujourd'hui, en France, nous n'admettons plus qu'une femme soit obligée de baisser la tête, de mettre un genou à terre et de baisser les yeux, tout simplement parce qu'elle a avorté. Le deuxième message que nous adressons, c'est un message que nous adressons aux Françaises, mais à toutes les femmes qui peuplent la surface de la terre. Ces femmes qui souffrent et qui luttent aujourd'hui en Iran, en Afghanistan, au Nigeria, en Ukraine, en Hongrie, en Pologne, mais aussi aux États-Unis. Nous leur disons que sur la surface de la terre, il y a un vieux pays, un grand pays, un beau pays qui s'appelle la France, qui leur adresse aujourd'hui un message d'espoir à travers le vote que nous allons émettre. Nous disons à toutes ces femmes qu'aujourd'hui, nos voix, nos cœurs sont à l'unisson avec elles. Nous leur disons que la France, aujourd'hui encore, renouvelle sa vocation, celle qui a toujours été la vocation de la France, de porter un message universel, un message urbi et orbi, un message à la ville, au pays et au monde, un message de liberté, d'égalité, de fraternité et de sororité. C'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire de toutes les femmes. C'est une histoire politique de l'intime. C'est l'histoire de la domination masculine et du patriarcat. L'histoire des hommes qui servent du corps des femmes, avec ou sans leur consentement. L'histoire de la solitude des femmes, des retards de règles, des escaliers qu'on descend à toute vitesse, des tours de vélo qu'on fait encore plus vite en imaginant que peut-être ça va permettre de se débarrasser de cette grossesse dont on ne veut pas. Mais c'est aussi l'histoire de la solidarité. L'histoire de la solidarité des femmes, l'histoire de la sororité, l'histoire des gynécées, l'histoire de leur savoir, du savoir médical des femmes, souvent qualifié de sorcellerie. Et cette histoire, c'est la nôtre. C'est l'histoire qui nous a faites femmes et qui nous a faites féministes. C'est notre mémoire collective et je me réjouis qu'elle devienne aujourd'hui une mémoire partagée et reconnue. Dans le prolongement des propos que j'ai tenus tout à l'heure pendant la discussion générale, je voudrais dire que le vote que nous allons émettre aujourd'hui n'est pas un vote pour solde de tout compte. C'est un vote qui nous oblige pour aujourd'hui et pour demain. Il nous oblige pour aujourd'hui et pour demain en permettant à chaque femme, partout sur le territoire national, et singulièrement dans cette période où l'hôpital public ne se porte pas nécessairement bien, que les fermetures de lits ne se fassent pas au détriment de l'accès de chaque femme qui le souhaite à un service public pour pratiquer une IVG. Donc c'est le sens de l'appel que je lance à destination du gouvernement, à destination du ministre de la Santé, mais je ne doute pas que Madame la ministre qui est présente au banc s'en fera la porte-parole. Le deuxième message que je voulais t'adresser, c'est que voter une loi comme celle-ci, c'est bien, mais ce qui est encore plus important peut-être, c'est les travaux que la Commission aura à accomplir. Pour qu'une commission puisse accomplir des travaux universitaires, des travaux scientifiques qui permettent d'asseoir cette mémoire, qui permettent de consolider cette histoire, il faut l'accès aux archives, il faut l'accès à des moyens financiers pour permettre à des chercheurs, à des universitaires, à des équipes pluralistes de poser un regard distancé,
un regard distancé mais objectif sur ce qui fut l'histoire de ces Françaises, l'histoire de la France.